Bonsoir à tous, lundi 7 octobre, vous êtes sur la chaîne qui rassemble, bienvenue dans votre journal. Ce lundi, à Paris, le président Alassane Ouattara s'est rendu au siège de l'UNESCO où il s'est entretenu avec la directrice générale de l'institution. Au cœur des échanges, la tenue de la prochaine cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, puis le chef de l'État a été désigné par l'UNESCO protecteur du prix. Les représentants de plus de 100 pays se retrouvent ces 7 et 8 octobre à Hambourg, en Allemagne, dans le cadre de la conférence sur le développement durable. C'est le Premier ministre Robert Mambébegré qui est sur place depuis quelques jours au nom du président Alassane Ouattara. On s'y rend en début de journal. Et ici, en Côte d'Ivoire, l'actualité est marquée par cette opération de libération des chambres illégalement occupées sur les cités universitaires. Une opération qui a démarré depuis ce week-end aux grandes dames des concernés. Nos reporters étaient ce matin à la cité U de Mermoz. Ils nous feront un point tout à l'heure dans une vingtaine de minutes. La Côte d'Ivoire sur le toit du monde du Maracana et ça devient une habitude. Quelques mois après avoir accroché la 3e médaille à la Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants maracaniers remportent, eux, la première édition de la Coupe du monde de Maracana en s'imposant hier, ici à Abidjan, 3-0 face aux Béninois. Le chef de l'État est de retour à Abidjan. Après sa participation au 19e sommet de la francophonie, le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan donc en début de soirée, ce lundi même. Il a été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Port-Boué par le vice-président de la République, Tiemoko Meliekone, et quelques membres du gouvernement, ainsi que vous pouvez le voir sur ces images qui nous sont rapportées par Mahama Traoré. Alassane Ouattara, protecteur du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Avant de quitter Paris pour Abidjan, le chef de l'État a été désigné en cette qualité aujourd'hui même à Paris en France, au siège de l'UNESCO à l'occasion d'un entretien avec Audrey Azoulay, la directrice générale de l'institution. Étaient également présents à cette rencontre les membres du jury du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, avec qui les échanges ont porté sur la prochaine cérémonie de remise du prix qui aura lieu en 2025. Et du côté de l'Allemagne, le Premier ministre Robert Mambébegré prend part ces 7 et 8 octobre à Hamburg Sustainability Conference, la conférence de Hambourg sur la durabilité. Cette rencontre sur le développement durable a lieu sur le thème central tirer parti de la transformation, et plus d'une centaine de pays y sont représentés. Herman Guivet est sur place pour RTI 1. Voici son compte-rendu. Hambourg, en Allemagne, capitale de la réflexion sur le développement durable. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé est accueilli par le chancelier allemand Olaf Scholz et Peter Schenscher, président du Sénat de Hambourg. Le chef du gouvernement représente à cette conférence internationale le président de la République Alassane Ouattara. La conférence débute dans quelques instants. Les délégations se signalent. La Handelskammer, chambre de commerce de Hambourg, affiche complet. Aux premières loges, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, à ses côtés Mia Mottley, première ministre de Barbade, Nangolo Mbumba, président de la Namibie, à l'extrémité le chancelier allemand Olaf Scholz. Dès l'entame de cette conférence, les décideurs politiques internationaux et dirigeants mondiaux sont invités à aborder les problèmes de durabilité les plus urgents et à travailler sur des solutions évolutives. Le chancelier allemand Olaf Scholz monte à la tribune. Lutte contre la pauvreté, conflit israélo-palestinien, conflit russo-ukrainien, recours aux énergies renouvelables, toutes ces questions sont passées en revue par le chef de l'autorité allemande. Comment les institutions financières multilatérales peuvent-elles favoriser les progrès vers la réalisation des ODD? La question est tout de suite adressée au cours du premier forum qui aborde le renouvellement de l'architecture financière internationale, forum qui voit la participation de panélistes de haut niveau. La problématique de développement a été posée sur la base suivante. D'ici 2050, il y aura plus de 10 milliards d'habitants sur notre planète. Dans les 10 milliards, 200 millions de jeunes seront à la recherche d'emploi, un minimum. Cela oblige à reconfigurer l'architecture du financement du développement en prenant en compte les nécessités, les exigences de développement des pays au sud de l'hémisphère. Par conséquent, l'intérêt qui se présente à nous, c'est de savoir que, premièrement, il faut développer les infrastructures avec des maturations de crédit
qui soit différent de ce que nous connaissons actuellement. Deuxièmement, il faut tenir compte des changements climatiques qui peuvent bouleverser les prévisions. L'Afrique produit moins de 7% des gaz à effet de serre. Par contre, subit près de 60% des agressions climatiques. Par conséquent, il y a une équation à trouver entre cette réalité. Désormais, les financements doivent s'appuyer sur un mécanisme nouveau qui donne la possibilité à l'Afrique de promouvoir les infrastructures, de s'occuper de la jeunesse, des hommes, des femmes, de s'armer contre les changements climatiques qui pourraient bouleverser nos économies. Les mécanismes de financement doivent s'appuyer aussi sur le crédit vert. Et là, il y a toute une panoplie de mécanismes qu'il faut savoir déployer. Le FMI, la Banque mondiale, les pays comme l'Allemagne, les grands pays occidentaux sont prêts à accompagner tout le processus. Ça a été tout l'intérêt de la séance inaugurale et nous avons vraiment apprécié la bonne volonté du chancelier allemand qui est décidé à apporter la contribution de l'Allemagne à tous les processus nouveaux qui se dessinent dans une perspective d'accompagnement et de consolidation des acquis et des performances des pays comme la Côte d'Ivoire et bien d'autres pays africains dont les économies sont solides. Première étape de cette conférence achevée, les chefs d'État et de gouvernement posent pour la postérité à l'agenda du chef du gouvernement sa participation à un panel portant sur les voies et moyens qu'il convient d'observer afin de conduire l'Afrique sur les chemins de la prospérité. Et en marge de cette conférence, en plus de nombreuses audiences qu'il a pu accorder à de nombreuses personnalités, le chef du gouvernement a pris part à un panel qui a relevé l'importance de la coopération entre partenaires européens et africains pour l'accroissement des investissements et cadres d'échange. Ce panel a permis aux participants de mettre en lumière les difficultés rencontrées par leur pays, notamment dans les domaines de l'éducation, de l'emploi des jeunes, de la prise en charge de besoins nécessaires à l'épanouissement de leur population. Il a également mis en exergue quelques succès rencontrés par ces pays dans certains domaines d'activité. Des images qui nous sont également rapportées par Herman Guivet et Ulrika Dangon. Les élus municipaux du monde francophone, eux, sont réunis à Paris en faveur de la préservation de l'écosystème arboricole dans les villes. Troisième assise de Paris, dont la thématique est axée sur la préservation des forêts. Robert Mambé-Begré y a été invité par la présidente des élus francophones, la maire de Paris, mais le Premier ministre a été représenté sur place par Laurent Tchagba, le ministre des Eaux et Forêts. Et Franck Quadio représente RTI 1 à ses assises. À Paris, les maires francophones sont en assise sur invitation de leur présidente Anne Hidalgo, première élue municipale de la capitale française. Le défi, réfléchir sur les conditions d'action commune pour la préservation de l'écosystème arboricole dans les villes. Paris a une légitimité, c'est peut-être d'aider, en tous les cas de proposer que nos sujets soient reconnus, entendus et que la mobilisation de tous les acteurs se fasse. C'est très important pour moi de vous dire ça parce que parfois on pourrait dire mais que vient faire Paris dans ce sujet-là. De meilleures politiques forestières à même de juguler la pollution en milieu citadin et même au-delà, mais aussi la question du financement. Les élus du monde francophone ont ébauché de multiples préoccupations, mis en parallèle avec les propositions d'organismes de soutien tels l'AFD présent à ces réflexions de Paris. L'Agence française de développement investit 30 millions d'euros aux côtés de la Côte d'Ivoire dans un programme de restauration de la forêt, de la lagune d'Agien et de la rivière Mai. Et puis nous avons également les maires de villes africaines avec lesquelles nous travaillons. Je voudrais quand même rappeler à toutes fins utiles que le Gabon, c'est 80% de forêt. Avec toutes les agressions possibles, c'est bien de participer à ce genre de forum pour essayer d'échanger avec les autres, pour essayer de trouver des solutions collectives. La Côte d'Ivoire, dont la voix fait écho en matière de politique forestière et environnementale, est aux premières loges. Le ministre des Eaux et Forêts, représentant le chef du gouvernement Robert Begré-Mambé, situe les enjeux pour la Côte d'Ivoire d'une telle activité. Aujourd'hui, de plus en plus, il faut prendre en considération le fait que les villes sont des espaces qui produisent énormément de gaz carbonique. La meilleure façon de les séquestrer, c'est de sensibiliser les maires, comme l'AMF, qui est la fêtière de tous les maires francophones,
a pu développer ce thème et il est question de pouvoir réfléchir là-dessus et élaborer un programme pour que ça soit financé pour pouvoir faire le plaidoyer à la COP 30. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici pour pouvoir le préparer. La 3e édition des assises de l'Association des maires francophones à Paris a lieu après celle d'Abidjan, dont le thème était « Protéger et restaurer les milieux naturels dans et autour des villes ». On rentre à Abidjan, direction l'Assemblée nationale au plateau. Le ministre des Affaires étrangères y était ce matin face à la commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Léon Kakou Adam Wadja était porteur du projet de loi autorisant le président de la République à ratifier l'accord portant création en Côte d'Ivoire de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Et les députés ont dit oui. Il autorise le président de la République à ratifier l'accord portant création de la BERD, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Le projet de loi voté à l'unanimité des 29 députés présents sur les 44 membres de la Commission des relations extérieures de l'Assemblée nationale. Moins de 90 minutes de débat, pas pour la simplicité du test, mais pour l'urgence pour la Côte d'Ivoire à saisir les opportunités offertes par cette banque. Prêt à des taux concessionnels, 80% des interventions en faveur du secteur privé, selon l'émissaire du chef de l'État. Dans le cadre de ces interventions, la BERD développe des partenariats avec un large éventail de parties prenantes au niveau local et international dans les secteurs privés et publics, ainsi que sur les problématiques de développement. Cette adhésion offrira en outre à notre pays des opportunités nouvelles de mobilisation de ressources additionnelles pour le financement de projets structurants dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de développement. Domaine cible, télécommunications, agroalimentaire, énergie, tourisme, transport. La BERD, donc pour agrandir l'éventail des partenaires, accélérer la création de champions nationaux et le développement. 241 milliards de francs CFA, le droit d'adhésion qui fait de la Côte d'Ivoire un actionnaire de cet instrument international d'aide au développement. Un reportage de Léon Brou Kwame. L'IDA, l'Association internationale de développement, c'est l'institution de la Banque mondiale qui vise à stimuler la croissance économique, à réduire les inégalités et à améliorer les conditions de vie dans les pays les plus pauvres. Le ministère de l'économie, du plan et du développement et la Banque mondiale organisent l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique pour le soutien à la campagne de reconstitution des ressources de l'IDA 21. L'IDA donc pour cette année 2021. Et l'événement est prévu pour les 9 et 10 octobre prochains, ici à Abidjan. Alors, la ministre Kabaniale vient de nous rejoindre en plateau. Bienvenue. Bonsoir, Madame le ministre. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau. Alors, l'IDA, l'Association internationale de développement, cette institution de Banque mondiale pour financer le développement durable des pays les plus vulnérables. Madame le ministre, dites-nous, qu'est-ce que l'IDA finance exactement dans ces pays-là? Écoutez, déjà, merci de me donner l'opportunité. Les événements des 9 et 10 sont des événements importants pour nos pays. Alors, l'IDA finance, vous l'avez dit, les pays les plus pauvres du monde. Aujourd'hui, l'IDA finance 75 pays dans le monde. Il avait commencé à financer, je pense qu'il y en a 40 qui sont sortis, 115 pays depuis sa création en 1960. L'IDA finance les projets de développement de ces pays pour les aider à la fois dans leur développement, pour les aider également à lutter contre la pauvreté et améliorer les conditions de leur population. Si nous voulons être plus précis, on peut dire que l'IDA finance des projets d'infrastructure, l'énergie, les routes, le transport. L'IDA finance la santé, la sécurité sociale. L'IDA finance l'éducation. L'IDA finance aussi des projets de gouvernance. L'IDA finance les projets de fragilité, c'est-à-dire que les crises inattendues, etc., auxquelles tous ces pays peuvent faire face. Alors, 75 pays, il faut le préciser, la Côte d'Ivoire en fait partie. Disons que la Côte d'Ivoire fait partie des pays IDA. La Côte d'Ivoire fait partie des pays IDA, mais la Côte d'Ivoire est un pays qui est en train de sortir de l'IDA. C'est-à-dire que nous sommes dans la tranche supérieure, si bien que nous avons accès à deux types de ressources, les ressources IDA, mais aussi les ressources BERD. L'IDA étant les ressources les plus concessionnelles possibles, mais nous avons désormais accès, depuis quelques années,
aux ressources moins concessionnelles du groupe de la Banque mondiale. Et les parties prenantes, les parties prenantes se réunissent tous les 3 ans, donc lors de reconstitution. Alors, reconstitution, c'est quoi ce terme? Écoutez, les parties prenantes, on va dire, dotent l'IDA de ressources pour pouvoir financer les projets de développement des pays bénéficiaires. C'est sur un cycle de 3 ans. Donc, ils abondent les ressources. Ces ressources sont utilisées sur 3 ans et ils se retrouvent pour reconstituer ces ressources. Donc, la reconstitution aura lieu en décembre prochain en Corée. En attendant, donc, il y a un plaidoyer qui est fait pour que les pays puissent apporter davantage de ressources. Alors dites-nous, l'IDA, pour nous tous qui ne le connaissons pas, qui ne connaissons pas cette association, qui ne la connaissons pas, donc c'est comment elle fonctionne, l'IDA? L'IDA, vous l'avez dit, d'abord c'est une institution de la Banque mondiale avec 74 pays qui l'administrent. L'IDA est une institution de financement. Lorsque les pays abondent l'IDA, l'IDA met ces financements à la disposition des pays selon un cycle de financement. On identifie dans les pays. D'abord, il y a des allocations. Les allocations sont faites auprès des pays en fonction d'un certain nombre de critères. Et ensuite, les projets sont identifiés, négociés avec la Banque mondiale. Les études sont faites et les projets sont réalisés au bénéfice des populations dans tous les secteurs que j'ai indiqués. L'agriculture, les routes, l'énergie, etc. C'est cela. Et à 6 ans donc de l'échéance de l'agenda 2030 pour le développement, la 21e reconstitution s'est prévue pour décembre 2024. En prélude à la campagne de reconstitution, vous organisez avec la Banque mondiale l'Assemblée pour le développement économique de l'Afrique, qui va se tenir ici, cet événement si important, qui va se tenir ici les 8, 9 et 10. Alors, Madame le ministre, dites-nous un peu plus. Cette assemblée, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, cette assemblée, il faut le dire, c'est un sommet. D'accord. Alors, le sommet pour le développement économique est un terme qui est, on va dire, breveté par la Commission économique de l'Afrique. Et lorsque nous avons commencé à parler de notre sommet, ils nous ont interpellés pour dire, attention, vous ne pouvez pas utiliser l'appellation. Donc, on fait cette assemblée qui est un sommet avec des chefs d'État et de gouvernement, mais également avec le président de la Banque mondiale et ses partenaires. Ces partenaires, nous avons Global Citizen, qui est une organisation de la société civile qui mobilise donc ses partenaires pour la cause de l'Afrique sur cette préoccupation. Nous avons également comment on va dire ça, Bridgewater Associates, qui est un fonds d'investissement qui va également mobiliser des financements pour pouvoir abonder, l'IDA. D'accord. Les rencontres des 9 et 10, vous l'avez dit, c'est un plaidoyer. C'est pour venir renforcer un plaidoyer qui a déjà eu lieu en avril à Nairobi. Et vous l'avez constaté, nous avons autour de la table à la fois les donateurs, mais également les bénéficiaires qui vont venir dire combien de fois l'IDA, il est important d'abonder l'IDA. Vous avez parlé de l'objectif de développement durable. Nous sommes à 6 ans de 2030. Et je peux vous dire que lorsqu'on fait le bilan des ODD, pas en Côte d'Ivoire, nous on a fait quelques avancées, mais de façon globale, au plan mondial, nous n'avons pas atteint plus de 20% des objectifs. Donc c'est dire que les défis sont importants et nous allons nous retrouver les 9 et 10 pour expliquer aux donateurs l'importance d'abonder de façon conséquente l'IDA 21. D'accord, nous allons terminer. Vous l'avez dit, plusieurs chefs d'État sont invités, seront présents, des chefs d'État, des chefs de gouvernement. Pourquoi la Côte d'Ivoire abrite cet événement? Pourquoi c'est la Côte d'Ivoire qui est choisie pour l'abriter? Et puis, les défis, les enjeux, vous les avez donnés, mais surtout, quelles sont les retombées pour la Côte d'Ivoire? Écoutez, d'abord, pourquoi la Côte d'Ivoire? Vous savez qu'en juillet 2021, la Côte d'Ivoire a abrité le plaidoyer pour la reconstitution de l'IDA 20 et l'IDA 20 a fait une reconstitution record
de 93 milliards de dollars et nous avons frôlé les 100 milliards. Et cette année, l'IDA s'est fixé à Nairobi un objectif ambitieux, 120 milliards de dollars. Et compte tenu du leadership du président Ouattara, compte tenu de l'importance de l'économie ivoirienne, où on peut aussi percevoir l'impact des résultats de l'IDA, ils ont pensé que Abidjan était la place qu'il faut pour venir amplifier le plaidoyer qui a déjà été porté. Et qu'est-ce que ça va nous apporter, Madame le ministre? Mais qu'à sur 120 milliards de dollars, écoutez, de façon automatique, la part de la Côte d'Ivoire dans la dotation va augmenter puisque l'enveloppe globale aura augmenté. Mais c'est important, mais au plan africain, l'enjeu est aussi important parce que comme vous le savez, sur la reconstitution qui est passée, il faut dire que sur les 75 pays bénéficiaires, il n'y a que 31 pays africains. Ces 31 pays africains ont absorbé 75% des ressources. Donc l'essentiel vient en Afrique et le président Ouattara, bien entendu, fort de cela, veut porter haut la question de l'IDA. Merci, Madame le ministre. Et puis, en 10-15 secondes, quelles conditions il faut satisfaire pour être éligible? C'est pour les pays pauvres. Donc, le premier critère, c'est le revenu par tête. Ce n'est pas suffisant. C'est aussi l'accès à d'autres sources de financement. Mais également, c'est les fragiliser de plus en plus. Lorsqu'un pays est éprouvé, immédiatement, l'IDA peut se mettre en branle pour l'assister. Merci. Madame le ministre, merci beaucoup. Et puis, bon retour chez vous. C'est officiel. Dans quelques mois, seulement en 2025, donc, le secteur de la communication en Côte d'Ivoire aura une boussole pour un meilleur fonctionnement. C'est le PONACOM 2025-2030. C'est la politique nationale de la communication et des médias. Son élaboration requiert l'implication de tous les acteurs et c'est justement le message que le ministre Amadou Coulibaly a passé ce matin à toutes les parties prenantes. Témoignage Khalil Diomandé, Kiniboa Jacob. Pour les 5 prochaines années, le ministère de la Communication souhaite insuffler une nouvelle dynamique au secteur en Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, les parties prenantes, sous le leadership du ministre de tutelle, veulent miser sur la PONACOM, la politique nationale de la communication et des médias. À cette réunion de cadrage, Amadou Coulibaly partage la vision pour l'élaboration de la PONACOM 2025-2030. La vision qui nous guide est ambitieuse, puisque nous avons décidé de faire de la communication un levier de la politique d'industrialisation de notre nation, mais au-delà, d'en faire un catalyseur du développement économique, social et culturel. Il est essentiel que nos communicants, journalistes, utilisateurs, de médias sociaux, soient équipés pour répondre aux nouveaux défis médiatiques et pour accompagner cette dynamique de changement de notre société. Avec la nouvelle politique nationale de communication, les acteurs entendent mettre en place des outils pour mieux adresser la question des fake news et la sécurisation des données étatiques confidentielles. On est toujours choqué de voir que des messages du ministère de la Sécurité se retrouvent sur les réseaux sociaux. Un des gros défis de notre époque, c'est les infox. Un des objectifs phares de la PONACOM est également de contribuer à l'émergence d'un Ivoirien nouveau, responsable. Cela passe notamment par la diffusion d'une information de qualité. Ensemble, nous allons donner à la PONACOM 2025-2030 une dimension stratégique à la hauteur des ambitions de notre pays. Cette réunion de cadrage marque le début des travaux de l'élaboration de la politique nationale de la communication et des médias 2025-2030. Les parties impliquées se donnent jusqu'au 22 novembre 2024 pour sortir des propositions concrètes. On va à présent faire appel à Jean-Marc Djadji qui va nous faire lecture de ce communiqué émanant du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan. À la suite de l'homicide dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024 de Déagoé Mars Aubin, alias Général Sorcier, le nommé Camboussier, secrétaire général de la FESI mis en cause et convoqué par la direction de la police criminelle, s'est présenté dans les locaux de la police avec les nommés Nyonsoro Aubin Cédric, Yapo Aléchi Yves Laurel, Assalé Bonaventure, Assalé Thierry, Cramo Balo Eric Herman,
armés de gourdins et de machettes. Les surnommés ont tous été interpellés et conduits avec le nommé Sidibé Abdul Karim, alias Ladji Sidibé, devant le procureur de la République d'Abidjan. Une information judiciaire a été ouverte au cabinet de Madame le doyen des juges d'instruction à leur encontre, selon leur participation pour les faits d'accusation, pour les faits d'association de malfaiteurs, d'assassinat sur la personne de Diagoué Mars Aubin, alias Général Sorcier, et les faits de complicité d'assassinat et de coups mortels sur la personne de Djomandé Khalifa. Ils ont tous été placés sous mandat de dépôt. Le procureur de la République informe l'opinion nationale qu'avant le meurtre de Diagoué Mars Aubin, une procédure était en cours à son parquet à la suite d'une plainte de M. Ibrahim Djomandé contre les nommés Assi Benyé dit Toumba, Ogou Franck Eric dit Katanga et Sawadogo Haroun dit Sundiata, tous membres de la FESI, après la mort de son jeune frère Khalifa Djomandé, 30 ans, étudiant en Master 2 de criminologie et également membre de la FESI. Selon les premiers éléments de l'enquête, Assi Benyé, mécontent de l'issue d'une affaire d'obtention de bourse universitaire, aurait demandé à Ogou Franck Eric de traiter Khalifa Djomandé, ce qui fut fait avec le concours de Sawadogo Haroun. Ogou Franck Eric et Sawadogo Haroun tendaient un guet-apens à Khalifa Djomandé, l'immobilisaient et le faisaient conduire à l'arrière de l'école normale supérieure ENS, où il était sérieusement battu. Il était ensuite transporté par ses bourreaux au CHU de Cocody. Victime de plusieurs traumatismes, Khalifa Djomandé recevait des soins avant d'être libéré par les agents de santé et conduit à son domicile dans un état critique par Djaka Djakone, un membre de la FESI. Il y décédait le 29 août 2024. Interpellé dans le cadre du meurtre de Diagoué Mars Aubin et interrogé sur la mort de Khalifa Djomandé, Kamboussier a déclaré que Khalifa Djomandé alias Major avait reçu un coup mortel lors de la bastonnade du nommé Irie Bidjo, un étudiant dissident de son organisation, et que les auteurs de cette bastonnade sont des membres de la dite organisation, dont Danho Kamel Junior alias Kada, qu'il désigne du reste comme étant celui qui a porté le coup mortel. Lors de son audition, Nyonsoro Ben Cédric a soutenu quant à lui qu'aucun crime ne peut être commis dans le milieu de la FESI sans que le nommé Kamboussier n'en soit informé. Dans le cadre des procédures en cours, les nommés Konéane Syriac dit Yanko, Kwesi Toti Joël dit non coupable, Assi Benyé dit Toumba, Ogou Franck Eric dit Katanga, Sawadogo Haroun dit Sundiata, Bayere Bessou Prince dit président et Danho Kamel Junior alias Kada, tous membres de la FESI, sont activement recherchés. Le procureur de la République tient à rassurer la population et particulièrement les familles des victimes quant à la détermination de son parquet à faire toute la lumière sur ces faits graves et à faire subir la rigueur de la loi pénale à tous les auteurs et complices. Et à la suite de cette affaire, agents de police, véhicules blindés, tractopelles. Depuis samedi, les cités universitaires de Cocody reçoivent des visiteurs inhabituels. C'est une opération de libération des chambres des cités dites illégalement occupées. Une initiative du ministère de l'Enseignement supérieur menée par le CROU A1, le Centre régional des œuvres universitaires. Nos reporters Jean-Marc Djadji et Joël Gomez ont assisté à l'étape de la cité universitaire Mermoz. Ce mur de la cité universitaire Mermoz de Cocody subit les coups de la lame frontale de ce bulldozer. Un marché sans autorisation jouxtait la clôture. Nous sommes à l'opération de libération des chambres et sites illégalement occupés sur les campus universitaires débutée le samedi dernier. À la manœuvre, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à travers le Centre régional des œuvres universitaires CROU, accompagné des éléments du district de police de Cocody. À l'intérieur des 7 bâtiments de la cité universitaire Mermoz se déroulait une véritable foire commerciale. Et même des lieux de culte y étaient érigés. Tout ce monde est déguerpi. Depuis 2019, même si moi je suis arrivé en 2021 pour gérer la boutique, je suis venu trouver des frères ici. Maintenant, ils sont partis, c'est moi, je suis le gérant de la boutique. Mais le propriétaire lui-même, il est là, il vient ici chaque jour. Le déguerpissement des sites universitaires illégalement occupés, initié par le ministère de tutelle, ne laisse pas les étudiants indifférents. Illégalement ou légalement installés, les étudiants
font des suggestions au gouvernement. J'étais à Songon et il fallait me rapprocher bien évidemment de mon école. C'est en cette optique-là que j'ai contacté un ami qui est ici à la cité Mermoz. Et après échange, c'est lui qui m'a donné l'information comme quoi, pour avoir une chambre ici, il fallait avoir recours bien évidemment à la FECI. Ce sont eux qui géraient les chambres ici à la cité Mermoz. Déjà avant que je n'arrive ici, je n'avais pas l'information qu'il fallait passer par le CROU. Pour moi, j'étais légal alors que j'étais dans l'illégal. Puis actuellement, il y a des gens qui occupaient les chambres illégalement. Ils étaient là, ce ne sont pas des étudiants, mais ils étaient là, des pères de famille. Pourtant, vous savez qu'il y a vos petits frères, il y a vos enfants qui vont rentrer à l'université. Bon, moi, personnellement, je n'ai pas été touché parce que j'ai postulé légalement et on a eu notre chambre légalement. Mais ce qui me fait un peu, ce qui me rend un peu triste parce que j'ai des amis qui on était en vivant ensemble ici, mais ils n'ont pas eu les chambres légalement, mais ils sont partis. Maintenant, tout ce que je peux demander au gouvernement, si le gouvernement peut lancer très vite les réadmissions, mais les admissions pour que les étudiants qui sont sortis puissent postuler pour avoir les chambres aussi légalement. L'opération s'est poursuivie au campus ancien de Cocody. Un tunnel reliant le bâtiment 1 au centre médical est repéré et libéré. Il avait été obstrué par les étudiants. Les traces du passage des occupants illégaux sont encore visibles sur les murs. Des riverains témoignent. Les éléments de la FECI sont venus installer des chambres froides. Ils ont cloisonné, ils ont même construit une maison. Donc du coup, les gens ne pouvaient plus passer. Ils faisaient des tortures ici. Ils torturaient des étudiants ou bien certains de leurs éléments. On commençait à squatter les lieux, chasser même des agents de leur bureau, les occuper. Ils ont aussi créé une forme d'insécurité dans le centre médical, de sorte que les agents avaient du mal à travailler, puisque l'endroit était devenu un endroit de consommation assez fréquent de drogue. C'était devenu aussi par moments un endroit de passe. Du samedi 5 au dimanche 6 octobre 2024, le district de police de Cocody enregistre comme bilan partiel des saisies effectuées lors de cette opération. 42 armes blanches, 5 personnes interpellées, 2158 chambres illégalement occupées, vidées et 10 autres objets saisis. Cette mémise cible 6 sites de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. L'opération va durer 1 mois, de sorte à passer au crible toutes les résidences universitaires du pays, comme prévu par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On va sourire un peu. Décidément, les éléphants de Côte d'Ivoire, imbattables au foot depuis quelque temps. Après le sacre continental à la dernière CAN, les éléphants maracaniers, eux, viennent de remporter hier soir la toute première édition de la Coupe du Monde de Maracana qui s'est déroulée à Abidjan du 27 septembre au 6 octobre. 3-0 face au Bénin lors de la finale. Encore un bonheur immense pour le pays. Les éléphants maracaniens sont sur le toit du monde. Guidés par le génial Assandi Kablan, les Pachidem ont honoré leur rang en remportant brillamment la première édition de cette grande messe du Maracana mondial aux dépens du Bénin. Devant leur public, les éléphants prennent rapidement la pleine mesure de leur adversaire en inscrivant 2 buts en 5 minutes grâce à William Assandi Kablan et Loseni Kone. Au deuxième tiers-temps, Serge Nyang creuse l'écart sur pénalty, 3-0 score final. En plus du bel objet d'art, les éléphants empochent la somme de $80 000, soit 48 millions de francs CFA. Quant au Bénin vice-champion, il repart avec $40 000, soit 24 millions de francs CFA. Le Brésil, quart de finaliste, s'est vu attribuer le prix CFA, convivialité, fraternité et amitié. Le prix du meilleur buteur est revenu au Béninois Séverin Afouda, auteur de 8 buts. Ce sont au total $153 200, soit près de 100 millions de francs CFA qui ont été distribués aux meilleurs acteurs de cette phase finale de Coupe du Monde. Les regards sont désormais tournés vers le Cameroun, pays hôte de la 2e édition de la Maramonde prévue en 2026. Et voilà une belle note pour mettre fin à ce journal et reportage d'Arsène Kwasi et Gamblé Konaté. Et voilà donc, merci de votre confiance. Ce journal est terminé. Je serai encore chez vous demain soir, 20h.